Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors non, j'ai menti il y a 2 secondes, en fait ce sera pas 3 threads d'horreur mais bien 5 threads d'horreur. Ah ouais. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je suis au montage et voilà, je vous le dis qu'au final il y aura 5 threads d'horreur. La question du jour, eh bien ça va être quelle est votre passion? Voilà, ça se trouve c'est même une passion que vous pratiquez en regardant la vidéo. Je sais qu'il y en a qui font de la peinture, des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre passion. Moi, j'ai pas une grosse passion qui prend tout le truc, mais ça va se répartir en plusieurs passions. Bah, les mangas, l'univers animé, Japanimation, quelque chose comme ça. Les jeux vidéo, il y en a, tu vois, et j'ai plein d'autres petits trucs. Voilà, c'est des petits trucs. Après, c'est... Bon, je suis assez... J'allais dire que je suis assez complet. Ouais, je suis assez complet, le mec, il était... Non, j'en ai plein, donc voilà. D'ailleurs, n'hésite pas, hein, je t'ai dit ta passion, ta meilleure passion, mais t'hésites pas si t'en as 2-3, voilà, fais-toi plaisir. Voilà, je vais pas vous prendre plus de temps, on va passer aux histoires. Donc prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Notre histoire commence avec Éléonore. Elle vit dans un quartier assez délabré de sa ville. Et cette histoire lui est arrivée il y a quasiment un an, c'est-à-dire en juillet dernier. Tout commence quand elle est invitée à dîner chez un ami pour aller ensuite regarder un film avec lui. Après cette séance, Éléonore doit absolument rentrer étant donné qu'il est tard. Elle regarde dans son portefeuille pour voir s'il lui reste assez pour payer un taxi ou un bus. Et le problème c'est qu'elle n'a pas fait attention et donc elle a plus du tout assez pour payer pour rentrer chez elle. Et pour tout nous dire, elle est vraiment trop gênée pour demander à son amie si elle peut lui emprunter de l'argent. Mais bon, elle se dit que c'est pas un problème étant donné qu'elle habite pas très loin. C'est à même pas quelques minutes de chez elle. Mais bon, elle se dit que c'est pas un problème car elle habite pas très loin. C'est à même pas quelques minutes, donc bon, ça devrait aller. Le plus gros problème qu'elle va devoir affronter, c'est la pluie. Mais elle n'est pas si forte que ça, donc si elle marche vite, ça devrait le faire. Elle dit au revoir à son amie et elle met ses écouteurs puis la musique pour rentrer chez elle. Éléonore emprunte une des rues qui sont désertes, il n'y a pas un chat qui passe. Enfin, il y a bien quelques voitures, mais c'est très rare. Et de toute façon, d'un côté, ça la rassure, elle se dit que de temps en temps, il y a des gens qui passent, donc c'est réconfortant pour elle. Surtout qu'elle adore ce genre de balade, c'est très apaisant pour elle. Une petite balade de nuit sous la fine pluie, bah, ça fait toujours plaisir, le bonheur même. Enfin, jusqu'à ce qu'elle voit 2 mecs sortir d'un immeuble derrière elle. Ah oui, petit détail qu'elle nous a pas dit, c'est qu'elle est sous un parapluie et donc quand les 2 mecs s'approchent d'elle pour venir sous son parapluie, elle trouve ça vachement bizarre. Bien sûr, pour le moment, les 2 mecs ne font rien, mais elle peut voir que les 2 hommes sont bien plus âgés qu'elle. Puis d'un coup, un des 2 hommes commence à lui parler. Elle fait pas trop attention à eux et elle essaye de marcher. Elle répond généralement par des ouais, non, des trucs très simples et courts pour leur faire comprendre qu'elle ne veut pas leur parler. Sauf que d'un coup, les questions ont commencé à évoluer par des questions vachement plus personnelles. Et une chose qui est sûre, c'est que Éléonore n'a jamais vu ces 2 types de sa vie. Elle ne les connaît pas du tout. Donc quand il lui demande son prénom, elle répond simplement par un faux prénom, faux passe-temps et surtout une fausse famille. Les questions suivantes sont les plus terribles. Tu penses que tu manquerais à ta mère si tu disparaissais? La seule chose qu'elle répond alors, non mais ça va pas, de quoi est-ce que vous parlez là? Les 2 hommes continuent d'essayer de faire ami-ami avec elle et ils essayent même de rigoler un petit peu. Bah le problème c'est qu'Éléonore elle a pas pris leur blague à la légère. Ils insinuent certaines choses avec beaucoup de désinvolture, ce qui la rend vraiment mal à l'aise. Éléonore essaye d'accélérer le rythme mais ils suivent le pas. Maintenant il y a un problème, c'est qu'elle est bientôt arrivée chez elle. Mais elle ne veut pas faire visiter sa maison à des inconnus. Mais elle ne veut pas que ces inconnus voient sa maison. Surtout que les questions deviennent de plus en plus bizarres, effrayantes. Elle dévie donc sa route et commence à prendre une route où elle sait qu'il y a un dépanneur dans cette ruelle. Et que même à cette heure-ci, il y aura des gens. Puis là, l'un des gars lui demande « Alors, pourquoi tu nous invites pas chez toi pour boire une petite tasse de café ?» À ce moment-là, elle se demande vraiment si ce type est vraiment sérieux. Est-ce qu'il croit vraiment qu'elle va l'inviter dans son appartement pour aller prendre un café avec 2 inconnus? Elle est de plus en plus anxieuse et pendant tout ce temps, elle continue à marcher. Elle ne leur jette même pas un bref regard. Mais Éléonore se dit qu'elle doit les regarder. Elle le doit, car s'il lui arrive quelque chose, elle pourra les identifier. Elle prend son courage à 2 mains, elle tourne la tête à gauche et elle peut nous dire que l'homme à côté d'elle a l'air vraiment ivre. Elle tourne ensuite la tête à droite et le mec de droite sourit. Puis il baisse son visage et essaye de sortir quelque chose de sa poche. C'est à ce moment-là qu'Éléonore ferme vite son parapluie et elle court le plus vite possible. Elle entend que ces 2 mecs lui courent après. Elle essaye de courir de toutes ses forces, elle jette un coup d'œil derrière et elle peut voir qu'il la rattrape. Elle trébuche et glisse, mais elle se relève le plus vite possible. Pas le choix si elle veut pas finir entre leurs mains. Éléonore ne sent plus les muscles de ses jambes. Elle court dans une autre ruelle pour essayer de les perdre et la pluie commence à tomber plus fort que tout à l'heure. Elle décide alors de se cacher derrière une benne à ordures.
Elle retient sa respiration, elle peut les entendre arriver. Et les gouttes de pluie tombent devant elle et leurs pas se rapprochent. Puis à quelques mètres d'elle, il s'arrête et crie son faux prénom. Elle n'arrive plus à respirer. Elle a l'impression que si elle respire, ils vont la découvrir. Puis enfin, elle les entend partir. Après 30 minutes, Éléonore sort enfin des bennes à ordures. Elle se rend alors vers un magasin un petit peu plus loin. Elle a demandé si elle pouvait emprunter les toilettes. À peine elle est rentrée dans les toilettes, elle a vomi tout ce qu'elle avait dans le ventre. Est-ce que c'était à cause de l'adrénaline? Sûrement. Puis enfin, quand elle se regarde dans le miroir, elle voit l'état de sa chemise. Elle a des entailles de couteau. C'est là qu'elle a compris que le mec qui cherchait quelque chose dans sa poche avait un couteau et qu'il a réussi à déchirer sa chemise avec. Tout ça avant qu'elle ne court et qu'elle ne l'ait remarqué. Elle appelle alors un ami pour qu'il la raccompagne chez elle. Son ami lui a alors posé des questions mais elle était trop fatiguée pour répondre. Donc il en a fait des conclusions tout seul, comme quoi elle s'était bagarrée dans la rue. À peine rentrée chez elle, Éléonore a pris une douche et n'a jamais raconté cette histoire à personne. Enfin, jusqu'à présent, après cet incident, elle a jeté cette chemise et ses écouteurs qui avaient bien évidemment pas survécu. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Je sais pas quoi dire comme conclusion, vous savez, à force d'avoir raconté, je sais pas. Au moins 600, 700, 800 threads d'horreur, j'en sais rien, puisque il y a plus de 400 vidéos, plus des fois dans les vidéos il y a plusieurs threads d'horreur. Des fois il y a des conclusions, t'es en mode bon qu'est-ce que tu veux que je dise les gars, malheureusement c'est, je sais pas. Voilà, donc si vous avez des conclusions, n'hésitez pas, hein, des fois hop dans les commentaires, moi je veux bien lire ce que vous mettez, hein. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, on va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Victor et quand il commence cette histoire, eh bien il reçoit un appel. Généralement, il ne répond pas car ça appelle 20 fois par jour et il en peut plus. Vous connaissez sûrement ça, il n'y a que ça en ce moment, des spams, H24, donc à force tu réponds plus du tout au téléphone. Bref, il est au travail et ça arrive même que son patron se fâche contre lui car son téléphone n'arrête pas de sonner. Pourtant, il bloque tous les numéros. Mais c'est pas faute d'essayer de les bloquer, les appels indésirables reviennent tout le temps. Avec le recul, Victor se rend compte qu'il n'aurait sûrement pas dû demander un prêt en ligne, car c'est comme ça qu'ils ont eu son numéro de téléphone. Il a déjà essayé de répondre à un de ses appels juste par curiosité, mais ça restait silencieux pendant un petit moment. Puis quand la personne a réalisé qu'il avait décroché, cette personne à l'autre bout du téléphone dit qu'il travaille pour l'assurance maladie ou un autre truc assez débile dans le genre. Donc il raccroche rapidement, mais des fois il leur dit qu'il ne faut pas qu'il l'appelle encore et encore. Mais vous vous en doutez, avec les spams, ça sert à rien de parler, il n'écoute pas. Ça fait 2 mois qu'il subit ça maintenant et il en peut plus. Donc il a décidé de changer de numéro. Mais le problème c'est qu'il ne peut pas changer de numéro tout de suite, car il doit recevoir des appels de son frère qui se trouve en prison. Et son frère, il a besoin d'argent et il connaît que ce numéro de téléphone pour le joindre. Donc il a dû rester avec ce numéro pendant encore un moment. Victor décide d'être patient jusqu'à un soir, il est 23h30 quand enfin il reçoit un nouveau spam. Sauf que c'est bizarre puisque d'habitude c'est quand même plus dans la journée, c'est jamais la nuit. Donc il a pensé que c'était peut-être un horaire de fuseau différent. Mais il a quand même décidé d'y répondre. Il prend son téléphone, il décroche et il dit ouais bonsoir. Bien évidemment ça ne répond pas et Victor il commence à être en colère qu'il y a des gens qui s'amusent à l'appeler comme ça à cette heure-là. Mais enfin, après quelques secondes, il y a une voix qui se fait entendre et qui dit ne raccrochez pas. Bon, c'est tout ce que Victor a entendu, puis il a demandé à cette personne qui c'était et qu'est-ce qu'elle voulait à cette heure-là. Cette personne au bout du téléphone lui a répondu « Ils arrivent, n'ouvre surtout pas ta porte, ils vont venir ce soir. Si quelqu'un vient frapper à ta porte, ne réponds surtout pas. » En entendant ça, Victor il se met à crier « Mais quoi? Mais comment ça? Mais qui ?» Mais là, le problème c'est que la personne qui lui a téléphoné a raccroché. Il a rapidement composé le numéro qu'il avait appelé. C'était un numéro qui venait de New York. Mais quand il a rappelé, ça lui a dit que ce numéro n'existait pas. Là, Victor il se dit mais attends, c'est quoi cette merde? Il y a des spams qui me mettent en garde contre quoi au juste? Sauf que là, très bizarrement, il entend que quelqu'un toque à sa porte. C'est un grand coup sec et fort. Il y a des frissons qui parcourent tout son corps. Les coups continuent pendant 2 minutes environ et il ne quitte pas pour autant son palier. À part les coups, il entend personne parler sur la cage d'escalier ou quoi. Et Victor de son côté, il est bien trop flippette pour aller voir à l'œilleton. Donc il décide d'aller se cacher dans son placard, juste au cas où une ou des personnes arriveraient à rentrer par effraction. Étant caché dans son placard, il a directement appelé les policiers qui lui ont eux-mêmes directement envoyé quelqu'un. Au moment où la patrouille est arrivée, ceux qui frappaient à sa porte n'étaient déjà plus là. Victor leur a parlé des appels qu'il recevait constamment. Et il leur a également dit qu'avant que les coups ne surviennent, quelqu'un l'avait appelé pour lui dire qu'il ne fallait surtout pas ouvrir la porte.
Bon, les policiers, hein, ils étaient là sur leur bloc-notes, ils ont juste noté des trucs, puis bon, ils sont repartis, ils ont rien pu faire de plus. Pendant que les policiers partent, Victor peut voir que son voisin s'approche de lui. Il lui a alors dit que 2 hommes étaient devant chez lui il y a pas longtemps et qu'ils étaient habillés tout en noir. L'un portait un billet de biche et l'autre avait un fusil à la main. Il lui a également dit que les 2 hommes tapaient extrêmement fort contre sa porte. Victor il cherche et il se demande mais pourquoi ces hommes sont venus chez moi? J'ai aucune embrouille avec personne et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille vraiment me tuer. Après cette information, Victor va voir les policiers qui n'étaient pas encore partis et justement les policiers lui disent qu'ils vont garder un œil ouvert. Et que lui de son côté, il ferait bien de s'installer une petite caméra de sécurité. Le lendemain, rebelote, les spams continuent et c'est à ce moment-là que Victor décide qu'il va appeler la prison ce soir pour changer de numéro. Comme ça, son frère aura le sien et il n'y aura pas de problème. Pour tout vous dire, il s'est même dit que peut-être il devrait déménager de chez lui pour sa propre sécurité, puisqu'il a le sentiment que ces personnes qui sont venues chez lui vont revenir. Mais le truc c'est qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi lui en fait, pourquoi, vraiment pourquoi. Il a donc changé de numéro de téléphone et les appels indésirables se sont arrêtés. Une semaine s'est écoulée depuis les derniers événements. Il est de nouveau vers 23h30 du soir et il reçoit un appel téléphonique du même numéro que la dernière fois, celui de New York. Il a alors répondu et il a dit mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, aucune réponse, juste le silence. Du coup, Victor il demande mais comment vous avez obtenu ce numéro? Je viens juste de le changer. Voyant qu'il n'y a aucune réponse, Victor il est à 2 doigts de raccrocher. Mais enfin, il entend une voix. Cette voix lui dit alors ne change surtout pas de numéro, il n'aime pas ça. Et Victor, ça l'énerve d'entendre ça et il veut absolument savoir qui l'appelle et qui vient le traquer. La personne au bout du fil lui répond alors je suis juste quelqu'un qui essaye de t'aider. Je sais qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne t'auront pas retrouvé. Victor il est un peu choqué, il est en mode mais comment ça jusqu'à temps qu'il m'attrape? Et la personne au bout du téléphone lui dit attends, je me suis sûrement mal exprimé. Je voulais dire jusqu'à ce qu'il te tue. Victor, il y a une confusion dans sa tête, il sait pas où il en est. Et il demande à cette personne mais pourquoi tu me fais ça? La personne au bout du téléphone lui répond qu'elle va lui montrer quelque chose. Puis après quelques secondes, il reçoit des notifications. Ce sont des images sur son téléphone. Victor ouvre ses messages et les photos qu'il va voir vont le laisser sur le cul. C'est des photos de lui qui dort tranquillement dans son lit il y a plusieurs jours. La caméra, elle est positionnée en haut du plafond d'après les images prises. Il continue de regarder les images et il se déplace chez lui. Et à force, il remarque quelque chose. Il voit qu'il y a un objet qui dépasse sur l'une des photos. Pendant qu'il regarde ces photos, la voix au téléphone s'est remise à parler. Et elle lui dit « Il vous surveille, vous devez sortir de cette maison. Ils vont venir pour vous tuer. Le prêt auquel vous avez essayé de souscrire était un faux. Ils veulent juste vos informations. Et maintenant, ils les ont. Maintenant, je commence à vous connaître et vous allez me demander pourquoi. Eh bien, ils veulent prendre des parties de votre corps et les vendre. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de chez vous. » Après ça, plus rien. La personne a raccroché. Après avoir entendu ça, Victor il a pas cherché à comprendre et il a décidé d'appeler un ami pour voir s'il pouvait passer la nuit chez lui, puisqu'apparemment son logement était officiellement classé dangereux. Il passe les jours suivants chez des amis jusqu'à ce qu'il trouve enfin un nouvel endroit pour déménager. Bien sûr, il ne reste jamais seul, il a tout le temps son ami avec lui, car oui, il le recherche encore aujourd'hui, même si pour le moment il arrive à se cacher. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas donner beaucoup d'informations, sinon il risquerait de le trouver. Et c'est pour ça qu'il crée ce post, il veut nous prévenir que faites gaffe quand vous mettez vos informations privées en ligne. Il y a des personnes très mal intentionnées qui peuvent s'en servir pour vous faire du mal. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur, clairement, voilà. Et n'hésitez pas, si jamais vous faites, je sais pas, des devis, des trucs comme ça, voilà. N'hésitez pas des fois à mettre des faux noms, n'hésitez pas, tant pis, si tu veux des demandes, tu fais des simulations, des choses comme ça, tu mets un faux nom, hop, t'écris John Doe, voilà, c'est le truc quand aux États-Unis ils trouvent quelqu'un non identifié, tu mets John Doe, voilà, comme ça, c'est fait. Je sais pas, tu vois, si tu veux juste des simulations, je sais pas, tu veux déménager, donne pas tes vraies infos, etc. pour des prêts ou des devis, bref, essaye de faire attention parce que internet ça garde beaucoup d'informations, des choses que tu as écrites il y a 15 ans, je pense qu'elles sont encore là, t'inquiète pas, donc faut faire gaffe à ce que tu fais sur internet. Voilà, on va passer maintenant au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lorraine.
Elle vient d'une petite ville qui abrite 3 écoles primaires différentes et un seul collège et un seul lycée qui sont reliés par un gymnase et un tunnel entre les 2 bâtiments. Elle a toujours vécu là-bas mais elle n'a pas fréquenté les écoles de sa ville. Au collège où elle va, malheureusement, Lorraine a beaucoup d'intimidateurs qui adorent lui faire passer un enfer à l'école. Bien sûr, elle subit tous les jours que ça soit des moqueries en plein milieu de la classe ou bien des agressions physiques. Mais ce n'est rien comparé à ce que cette fille va lui faire. Elle rencontre cette fille au début de sa 7e année, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 12-13 ans. Et cette fille, on va l'appeler Sadia. Et Sadia, c'est une personne d'une méchanceté totale. Elle a tout du stéréotype de la fille méchante dans les séries ou les films. Elle adore la mode, elle a une bande d'amis prête à faire tout ce qu'elle dit et tous les mecs l'adorent ou veulent sortir avec elle. C'est une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Elle a beaucoup d'heures de retenue car elle se dispute beaucoup avec les professeurs. Mais le directeur ne prend aucune mesure supplémentaire. À un moment, devant tout le monde, elle commence à se dire qu'elle a pris l'habitude de s'amuser avec certains de ses camarades, surtout en pointant du doigt Lorraine. Et notre petite Lorraine, c'est une enfant de grande taille, un peu crédule et un peu encore enfant. Mais elle essaye de bien réussir à l'école, donc elle reste généralement seule. Être seule, c'est pas forcément facile, mais c'est pas grand chose comparé à ce qu'il va suivre. Dès que Sadia la remarque, elle se fait un plaisir de la rendre malheureuse, car elle en a décidé ainsi à la rentrée. Ça a commencé par des rumeurs qu'elle a répandues sur les réseaux sociaux, jusqu'au moment où elle a commencé à lui jeter des ordures. Bon, au début, Lorraine elle se dit ok, je vais tanker, tant pis, c'est pas grave. Et elle a fait comme elle a pu pour simplement l'ignorer. Mais quand d'autres personnes ont vu qu'elle ne ripostait pas, ils se sont mis eux aussi à la maltraiter, et ils sont allés très loin. Quotidiennement, elle est pourchassée dans les couloirs, elle doit se cacher dans les toilettes, sa nourriture est volée et les professeurs la blâment pour ses actions stupides. Forcément, avec tous ces actes, ses enfants ont commencé à mettre Lorraine sur les nerfs et elle s'est sentie pratiquement sans valeur pendant toute l'année scolaire. Au point où elle a envisagé de s'enfuir pour éviter l'enfer de retourner à l'école. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à l'école, vous allez me demander? Elle a essayé, des dizaines de fois même. Enseignant, conseiller d'orientation, directeur. Mais honnêtement, ils s'en fichent royalement. L'école dans laquelle elle se trouve n'est clairement pas la meilleure, ils sont plutôt négligents sur pas mal de choses. Alors forcément, ils ont fait comme s'il n'y avait rien du tout. Mais Lorraine, elle tente tant bien que mal de dire ce qui se passe avec Sadia et ses laquais. Elle leur donne quelques exemples. À un moment, Sadia a pris son sac à dos et l'a jeté dans les escaliers. Forcément, à un moment, il s'est ouvert et il y a une calculatrice qui est tombée et qui s'est cassée. Cette anecdote, elle l'a dit à une personne du collège et l'adulte lui dit « Mais c'est ta propriété, c'est ton problème ». Lorraine explique aussi à cette personne que parfois Sadia elle s'amuse à écrire des insultes sur son casier, ça avec du marqueur permanent. Et cette personne lui a répondu « Mais t'as aucune preuve que c'est elle, qu'est-ce que tu racontes ?» Elle lui explique un autre fait marquant. À un moment, le petit ami de Sadia et ses amis l'ont coincé devant les vestiaires du gymnase pour lui demander quelque chose. Et l'adulte en face d'elle lui répond « Non mais t'inquiète pas, ils doivent sûrement plaisanter ». Alors oui, Sadia prend Lorraine pour son punching ball, mais pourtant il n'y a aucune sanction. Elle a eu aucun problème, aucune remontrance, aucune retenue, rien. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Pour vous dire, à ce moment-là, Lorraine elle a déjà tellement essayé d'en parler à quelqu'un que maintenant elle renonce d'essayer d'obtenir une aide extérieure. Bon, les vacances sont arrivées, c'est maintenant la fin de l'été, bientôt la 8e année va commencer et enfin elle se dit que elle va essayer de changer, même si elle a déjà essayé, mais elle se dit allez let's go, je vais essayer de recevoir une aide extérieure, comme ça la 8e année elle se passera pas comme ça. Ça y est, elle en a marre d'être le punching ball personnel de Sadia. Elle s'est alors inscrite à des cours de self-défense de MMA. Alors quand la 8e année commence, elle est prête. Elle est prête physiquement et aussi verbalement. Elle est plus aussi silencieuse qu'avant et même maintenant elle riposte. Alors ça marche, ça fonctionne plutôt bien, il y a des vieux tyrans de l'année dernière qui maintenant ont arrêté leurs conneries. Sauf bien évidemment Sadia qui essaye toujours de réaliser des choses horribles sur elle. Mais Lorraine, plus elle lui montre qu'elle s'en fiche, plus ça énerve Sadia. Honnêtement, c'est une grande vengeance pour toutes les choses horribles qu'elle lui a fait subir l'année dernière. Mais bon, c'est pas pour ça que Sadia va arrêter. Elle ne lâche pas prise et elle continue à la persécuter. Un jour, Lorraine marche vers le gymnase et Sadia la suit de près. Pourtant, elle ne partage même pas le même cours de gym. Mais elle aime la suivre entre les cours et essayer de lui faire peur. La journée de base pour Lorraine, elle est déjà pas ouf, mais elle se souvient plus pourquoi exactement. Mais elle est stressée et elle est en colère. Et Sadia la suit, elle l'insulte et elle fait des commentaires à son sujet, ce qui pousse Lorraine à bout. Alors, d'un mouvement rapide, elle arrête de marcher, elle se retourne et elle pousse Sadia en arrière et elle lui crache dessus.
plus précisément sur la jambe. En plus de ça, elle lui rajoute qu'elle peut aller se faire et que maintenant ça y est, faudrait la laisser tranquille. Ça allait tellement vite qu'elle ne s'attendait pas à la réaction de Sadia. Elle reste là, figée, et elle la regarde. Lorraine s'attend à ce que Sadia lui crache toute sa haine, qu'elle crie ou quoi que ce soit. Mais non, elle reste là, comme une plante verte. Lorraine décide de partir étant donné qu'elle a sport, et elle oublie tout ça. Après l'école, elle traverse le bâtiment de l'école pour se diriger vers le parking à côté du bâtiment du lycée, où là, elle doit prendre le bus. Tout semble normal jusqu'à ce qu'elle voit Sadia non loin derrière elle. Sur le moment, elle ne trouve rien de bizarre à ça, elle l'ignore juste et continue de marcher. Jusqu'à ce qu'elle remarque que Sadia prend le même chemin qu'elle vers les bus. Ce qui est étrange puisque Sadia ne prend pas de bus, ni pour venir ni pour repartir. C'est là que Lorraine décide de prendre un chemin différent de son itinéraire habituel à l'arrière de l'école. Elle regarde en arrière pour vérifier si elle la suit, et oui, elle la suit. Sadia prend le même chemin qu'elle et elle arrête de marcher quand à chaque fois elle s'arrête pour la regarder. Au moment où Lorraine s'approche du parking du bus, elle se trouve à 10 mètres derrière elle, toujours en train de la suivre. À ce moment-là, il faut savoir qu'elle ne veut pas que Sadia sache quel bus est le sien. Et elle ne veut surtout pas que cette fille la suive jusqu'à chez elle. Alors, elle décide de faire une petite ruse. Elle saute dans un autre bus au plus grand désarroi du chauffeur. Puis là, d'un coup comme ça, Lorraine voit Sadia courir. Elle arrive au niveau du bus et elle engueule le chauffeur de bus à propos de quelque chose. Et grâce à ça, Lorraine sort du bus pour s'enfuir vers son véritable bus, qui se trouve à l'autre bout. Elle monte alors dedans et le bus part. Au même moment, Sadia descend pour voir où se trouve Lorraine. Le lendemain, elle ne la voit nulle part à l'école. Dans aucun cours, ni pendant le déjeuner, ni même après l'école. Elle demande mais personne ne sait où elle est. Toute la semaine, pas de nouvelles de Sadia. L'incident du bus a eu lieu le lundi et sa disparition a eu lieu le mardi. Alors jeudi, Lorraine commence à se détendre à propos de tout cela. Et en plus de ça, ça lui fait des petites vacances. À la fin de la journée d'école, elle est sur le point de franchir les portes d'entrée du bâtiment quand quelque chose l'arrête. Elle a une horrible sensation au ventre. Ça lui dit « ne sors pas d'ici ». Elle ne sait pas d'où vient cette sensation. Peut-être un résiduel de son anxiété qui lui joue des tours et décide quand même de partir. Elle descend les escaliers à l'extérieur du bâtiment jusqu'à ce qu'elle voit quelqu'un courir au coin du bâtiment. Elle regarde et elle voit Sadia. Elle a l'air vraiment énervée. Elle court à fond vers Lorraine. Elle décide alors à son tour de courir le plus vite possible. Mais Sadia s'approche d'elle de plus en plus vite. À un moment, Lorraine atteint l'arrêt de bus et elle ne la voit nulle part. Alors elle s'arrête et elle s'effondre pratiquement en reprenant son souffle. Elle ressent un soulagement pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle sorte de nulle part du côté de la foule et se jette sur elle. Sadia lui attrape les cheveux par derrière et elle ne lâche pas du tout ses cheveux. Elle tire tellement qu'elle sent ses cheveux s'arracher à certains moments. Mais elle continue de tirer comme une folle. Lorraine crie à l'aide et donne des coups de pied, des coups de poing à l'aveugle en direction de Sadia. Mais personne n'intervient. Pendant quelques secondes, Sadia lâche les cheveux de Lorraine pour chercher quelque chose derrière elle. Et ce qui se passe ensuite n'est qu'un miracle. Le frère de Lorraine sort du lycée et il boit une canette de soda. Et quand il voit la scène, il court pour l'aider. Et il se met à jeter sa canette de soda sur la tête à Sadia. Ce qui l'a suffisamment surprise pour qu'elle lâche ce qu'elle tient dans les mains et laisse ça tomber au sol. Le frère de Lorraine l'attrape par le bras et ils partent vers le bus. Ils arrivent pile poil au bon moment. Ils s'installent et le bus va bientôt partir. Après avoir trouvé un siège, elle regarde dehors et ce qu'elle voit lui donne encore des frissons. Sadia est au sol, les bras croisés par un professeur et juste à côté d'elle se trouve un couteau de chasse ouvert. Elle sait que c'est pertinemment le sien à cause du bruit qu'elle a entendu quand elle a fait tomber la chose qu'elle tenait tout à l'heure. La semaine suivante, Lorraine est demandée dans le bureau du principal et son frère attend également là-dedans. Il y a 2 policiers qui sont également dans le bureau. Apparemment, après que elle et son frère aient pris la fuite dans le bus, un professeur a vu Sadia ramasser l'arme et l'a appréhendée. Et une autre personne a appelé la police. Les policiers ont interrogé Sadia et maintenant ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé avec elle. Là, elle bug complètement. Puis quelques temps après, Lorraine leur a tout raconté. Tout ce qu'elle lui a fait subir depuis pas mal de temps. Pendant qu'elle raconte ces événements tragiques, son frère passe son bras autour de ses épaules pour la consoler car forcément elle est en sanglots. La police et le principal se sont juste contentés d'écrire ce qu'elle disait, mais ils la regardent au moins avec sympathie. L'un des policiers lui demande si elle souhaite en parler à ses parents afin qu'ils puissent porter plainte. À ce stade, elle veut juste que tout ceci se termine et elle leur dit qu'elle fera tout pour que cela s'arrête. Le principal a pu remarquer qu'elle est énormément bouleversée, alors il la renvoie dans sa classe. Elle et son frère se sont promis de ne jamais en reparler. Quant à Sadia, elle a fini dans un établissement pénitentiaire pour mineurs pour le reste de l'année scolaire. Après ça, l'école a effectué quelques changements. Des policiers se baladent pendant les horaires de classe dans le collège et lycée.
Et ceux qui sont victimes de harcèlement peuvent désormais rester avec leur enseignant. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Victoire et à cette époque, elle vit encore avec sa famille. Ils vivent tous ensemble à 5 dans une petite maison. La maison est dans un petit quartier cossu de leur ville de banlieue et il y a régulièrement des cambriolages. Leur maison se situe au carrefour entre 2 rues sous la forêt. La maison dénote des autres, elle a un style Spirou années 50 à toit plat parmi les maisons meulières. Les parents de Victoire détestent les alarmes et ils n'ont donc aucun système de protection. Leurs clôtures sont basses, la grille du jardin toujours ouverte et il leur arrive régulièrement en journée de trouver des inconnus devant leur jardin puisque leurs chiens rentrent chez eux en montant se balader en forêt. Et parfois il y a même des jeunes qui se lancent des défis débiles du style bah t'es cap ou pas cap de rentrer ici. Une nuit, le père de Victoire a même dû faire fuir des personnes qui essaient de voler leur vélo dans la cabane derrière la maison. Bon, pour vous dire, un matin, ils ouvrent chacun leur volet et ils ont trouvé une échelle adossée au balcon. Une autre particularité de la maison qui est pas forcément courante, les chambres sont au rez-de-chaussée. Enfin, celle des enfants, en haut il y a celle de ses parents et les pièces à vivre. Depuis leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se passe à l'étage. Et au fil des années, Victoire peut reconnaître les bruits de la maison et de ses parents et frères et sœurs. D'ailleurs, sa chambre à elle et celle de son frère sont plutôt bien placées pour entendre les gens qui passent dans le jardin de nuit. Surtout que chez eux, ils dorment les fenêtres ouvertes. Voilà, le contexte étant posé, passons à l'histoire et tout se passe quand Victoire est au lycée. Elle est en train de dormir quand d'un coup, elle se réveille car elle entend des bruits de pas à l'étage. Elle essaye de reconnaître, voir si c'est pas ses parents ou quoi. Puisque généralement, la nuit, c'est sa mère qui se lève pour aller aux toilettes pieds nus. Mais là, clairement, elle entend que c'est pas les bruits de pas de sa mère et ni de son père. Elle entend des chaussures et que ça fouille au niveau du salon cuisine et que c'est pas du tout du côté de la chambre ou voire même de la salle de bain. Victoire étant assez parano de ce genre de bruit et des situations à cause de cette maison où elle peut rentrer comme dans un moulin, elle essaye de raisonner. Mais ça continue, elle stresse à grosses gouttes, elle a peur, elle ne sait pas quoi faire. En plus de ça, elle éteint toujours son téléphone la nuit et elle n'a pas du tout le réflexe de l'avoir avec elle. Elle se lève alors le plus silencieusement possible et va dans la chambre de sa sœur. Celle-ci se réveille en voyant que Victoire est dans sa chambre de nuit et elle comprend directement qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle ouvre sa couette et Victoire se couche à côté d'elle toute tremblante. Elle lui explique tout en chuchotant qu'il y a une personne en haut et que ce n'est pas ses parents. À moitié endormie, sa sœur se tait et elle l'écoute. Au bout d'un moment, elle tend le bras et attrape son téléphone. Elle l'allume et appelle le fixe de la maison. Le téléphone fait un boucan mais pas possible et donc ça fait beaucoup de bruit puis enfin il s'arrête. Après ça, elles n'entendent plus rien dans la maison, c'est le silence total. Peut-être que la personne a sauté du balcon de l'autre côté de la maison et qu'elle est partie en courant. Mais en tout cas, il n'y a plus de bruit à ce moment-là. Le lendemain, elles en ont parlé à leurs parents et rien dans la maison ne manquait. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est des traces de pas avec un petit peu de terre en dessous et qui ne correspond à aucune des pointures de la maison. C'était bien trop grand. Et voilà. C'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Du coup, est-ce que les deux sœurs ont bien fait d'appeler le fixe? Je pense que oui, parce que la personne était clairement en train de faire un cambriolage. Donc appeler le fixe qui pourrait réveiller tout le monde, c'était clairement le bon call. Donc bravo. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une abonnée de la chaîne et elle nous dit que ça fait déjà un petit moment qu'elle a envie de partager son histoire. Donc tout commence l'année dernière en hiver et dans cette histoire, Éléonore n'est pas toute seule. Elle est aussi avec sa petite sœur. Tout d'abord, elle nous dit qu'elle nous expliquera pas forcément où elle habite, ni les noms car elle a peur que cette personne sache qu'elle ait raconté cette histoire. La seule chose qu'on sait sur la localisation, c'est que c'est dans un petit village assez tranquille. Il se passe jamais rien et il y a principalement que des personnes âgées. Il y a un collège, une primaire, une maternelle et une crèche. Le village est littéralement sécurisé. Il y a des caméras partout. À chaque coin de rue, il y a une caméra. C'est vraiment le genre de village où le facteur peut laisser le colis devant la porte. Personne ne le prendra. Alors, Éléonore est l'aînée et elle est âgée de 19 ans, beaucoup d'autres frères et sœurs car ils sont 8 en tout. Avec tous ses frères et sœurs, c'est comme si c'était ses meilleurs amis. Ils ont vraiment une relation fusionnelle et ils font tout ensemble, toutes les conneries. Les malheurs, les bonheurs, ils ont tout partagé. Elle nous dit qu'avec sa petite sœur, elles ont l'habitude de sortir dehors et de se mettre dans un coin au niveau du lac et consommer leurs substances. Elle nous dit que c'est vraiment détente là-bas. Et franchement, jamais rien n'est arrivé. Donc arrive un jour où elles ont envie de se prendre une petite fumette et là, elle dit à sa petite sœur, enfile une veste car il fait froid. Et elles sortent de la maison. Le chemin, elles le connaissent par cœur car c'est pas très grand de toute façon.
Les deux sœurs marchent tranquilles, elles parlent et elles vont au bord du lac. Elles font leurs petites affaires, une fois fini de parler, il doit être dans les environs de 2 h du matin. Elles décident de rentrer chez elles et comme elles sont en France, tout le monde sait que à minuit, tout est fermé. Les lampadaires de leur village n'éclairent plus, c'est complètement éteint, donc elles sont obligées d'utiliser le flash de leur téléphone pour s'éclairer et y voir dans le noir. Et sur ce chemin, elles peuvent voir que au loin, il y a une silhouette. Éléonore et sa sœur se questionnent puisque normalement personne ne sort à cette heure-ci dans le village à part elles. C'est vraiment un lieu rempli de personnes âgées et donc qui se couchent assez tôt quand même. Elles y font pas trop attention et elles décident de s'avancer. Et là, elles peuvent voir que cette silhouette est un homme qui fait à peu près 1,65 m. Il a un bonnet bleu, des chaussures rouges et c'est tout ce que se souvient Éléonore. Elles arrivent près de lui et l'homme les suit du regard. Comment elles savent que l'homme les regarde? Eh bien, elles peuvent sentir clairement son regard insistant vers elles. Puis à un moment, elles sont à environ 1 mètre de lui et l'homme les interpelle et leur dit « Eh les filles, ça va ?» Forcément, elles ont tout de suite pris peur et elles ont l'impression que quelque chose de mal va vraiment arriver. Les deux sœurs n'ont pas besoin de parler, qu'elles le savent, il va se passer quelque chose. L'homme entre-temps s'est rapproché et il est désormais devant elles et leur dit « Eh vous voulez fumer quelque chose? J'ai quelques petits trucs si vous voulez. » La sœur d'Éléonore lui répond alors que non, elles ne veulent rien. Elles veulent juste rentrer chez elles car il fait froid. Éléonore nous dit que cette ambiance est vraiment terrifiante car faut vous imaginer qu'il n'y a pas du tout de lumière. Elles sont juste avec leur flash de téléphone et le mec lui est carrément totalement dans le noir. Il n'a pas son flash de téléphone avec lui. Mais le mec semble pas les laisser tranquilles et il répond à sa sœur « Mais tu t'appelles pas Cilia toi ?» C'est alors que les deux sœurs commencent vraiment à flipper car oui, c'était bien son prénom. Alors qu'elles ne connaissent pas du tout ce gars. Là, Éléonore prend sa sœur par sa main et elle lui fait croire qu'elle a eu sa mère au bout du fil et qu'elle doit rentrer. Éléonore entraîne alors sa sœur dans sa marche et elle marche assez rapidement. Elle ne court pas juste pour qu'ils ne se doutent pas qu'elles aient peur. Les filles arrivent bientôt chez elles sont à quelques mètres de leur maison quand elles entendent que le mec est en train de courir et qu'il a attrapé le bras de sa sœur avec insistance. Il lui demande où est-ce qu'elle va et l'homme a un regard vraiment très malsain, ça se voit clairement sur son visage. Il y a de la malveillance qui se dégage de lui. Éléonore ne sait pas comment elle a fait ni comment elle a eu ce courage, sûrement l'adrénaline, mais elle a décidé de lui foutre un gros coup de pied dans les jambes. Et vraiment, elle a mis toute sa force et ensuite elle a dit à sa sœur de courir. Après ça, elles se sont mises à courir comme des folles et c'était vraiment un cauchemar éveillé pour elles. La petite sœur pleure pendant qu'elle court et Éléonore ne sait vraiment pas quoi faire. Arrivées chez elle, les deux filles s'enferment à double tour. Elles sont abasourdies par tout ce qui vient de se passer. Sa sœur est chamboulée et elle pleure de plus en plus. Elle décide alors de se calmer et d'aller essayer de dormir. Le lendemain, Éléonore et sa sœur se sont réveillées vers 10 h. Et quand sa sœur a regardé son téléphone, elle a remarqué qu'une personne l'avait ajouté sur plusieurs réseaux sociaux, comme Insta et même WhatsApp. Et devinez qui c'est? Ouais, t'as bien deviné, c'est le mec de la nuit dernière. Après ça, elles ont décidé d'aller voir leur mère et de tout lui expliquer. La fin de l'histoire, c'est que quelques mois plus tard, elles ont vu sur leur journal local qu'un homme mystérieux rôdait dans leur village depuis quelques mois déjà, et qu'il avait déjà un casier judiciaire par rapport à un kidnapping, et que c'était dans un autre petit village qui se trouvait pas très loin du sien. En tout cas, je remercie cet abonné de nous avoir raconté son histoire, et si toi aussi tu veux partager une histoire, c'est sur delcorestory@gmail.com. Si tu l'avais pas fait, t'oublie pas, un petit pouce bleu, ça aide énormément. Et si jamais t'en veux plus, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcore, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.